Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Frédéric Deblois. Frédéric, vous êtes donc l'invité du jour en votre qualité de géobiologue. On va rentrer directement dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. C'est quoi la géobiologie? La géobiologie, c'est l'étude de l'impact de la Terre sur la santé. En fait, l'étude de l'impact de l'environnement, de ce qui nous environne, de la maison, sur notre santé. Cela vient des mots des mots grecs géo, terre, bio, la vie, et logos, l'étude. D'où le mot géobiologie. Quelles sont les origines, Monsieur Deblois, historiques de cette discipline? Les anciens avaient conscience que le lieu avait un impact sur la santé. Et dans l'Antiquité, avant de construire une maison, les anciens avaient l'habitude de faire paître des animaux pendant plusieurs mois ou une année, et après ils observaient leurs entrailles et l'état de santé des animaux. Et donc après ils pouvaient en déduire si le terrain était bon ou non pour la santé. Après, la radiesthésie a été utilisée aussi depuis l'Antiquité, que ce soit pour la divination ou pour la détection de minerais, de sources. Et durant la Renaissance, il y avait un couple de radiesthésistes très célèbre qui a découvert des centaines de mines en Europe, c'est le couple Beau-Soleil. Et D'accord. après, les constructeurs de cathédrales, de chapelles ou de lieux saints avaient la connaissance de la détection des cours d'eau et des failles, car toutes les chapelles et églises sont construites sur des croisements de cours d'eau. Et donc, ils avaient déjà ce savoir dans l'Antiquité et au Moyen Âge. C'est un savoir qui s'est perdu à partir de la Renaissance, principalement pour la géobiologie. Mais et du coup, qu'est-ce qui explique que la géobiologie suscite autant d'intérêt aujourd'hui? Beaucoup de personnes se tournent vers des thérapies holistiques qui prennent en compte, l'environnement, la nourriture, l'état intérieur pour, être en bonne santé. Et je pense que la compréhension que les ondes électromagnétiques et le courant ont un effet sur la santé agit comme un révélateur que ce qui nous environne peut agir sur nous. Et je pense que de plus en plus de personnes veulent vivre dans un environnement sain sur tous les plans. Et je pense que c'est pour cette raison que la géobiologie se développe à raison, parce que c'est une pratique importante pour rester en bonne santé. Si on aborde les fondements, les fondamentaux du moins de la géobiologie, je crois avoir entendu parler de rayonnement. Alors, quels sont les différents types de rayonnements naturels qui sont présents sur Terre? Alors, en géobiologie, il faut différencier l'impact des réseaux naturels qui s dont on étudie les faits, qui sont les cours d'eau souterrains, les failles, les changements de nature de terrain. Mettons, des fois, il y a des blocs rocheux, puis à côté des marnes ou des sables. Au niveau de la jonction des 2 terrains, il y a un impact sur la santé. Il y a ensuite les réseaux géomagnétiques, comme les réseaux Curie, les réseaux Hartmann. Et après, il y a aussi tout ce qui est la pollution moderne, avec l'électromagnétisme, le courant alternatif 50 Hz ou les hyperfréquences avec les ondes radio, la téléphonie mobile. Tout cela participe à agir sur la santé. Voilà, mais c'est pas les mêmes modes opératoires. Tous ces rayonnements artificiels que vous évoquez remontent en gros au début du XXe siècle, quoi, c'est-à-dire l'apparition de la radio et différents éléments de la sorte. Mais pour le Mmh. courant, en fait, si on était en courant continu dans les maisons, il n'y aurait pas de problème parce que le champ magnétique serait lui aussi continu, comme l'est le champ magnétique terrestre, et il n'y aurait pas d'impact sur la santé. Mais c'est Nikola Tesla qui a découvert que pour transporter l'électricité sur de grandes distances, il fallait qu'il soit alternatif. En Europe, on parle de courant 50 Hz, enfin en France, parce qu'il change de sens 50 fois par seconde. Aux États-Unis, D'accord, c'est 60 Hz. Mais d'accord. ça permet de transporter l'électricité sur de longues distances sans perte. On ne peut pas transporter du courant continu. Et c'est Ouais. cet effet d'alternance en permanence qui est néfaste pour la santé. Du coup, comment ces rayonnements peuvent-ils avoir une influence sur notre santé et notre bien-être plus généralement? Encore une fois, pour ça, il faut comprendre que notre corps humain génère de l'électricité et utilise l'électricité pour l'information dans les nerfs, par exemple, ou au sein du cerveau. Et pour tout ce qui est hyperfréquence et ondes radio, là, notre corps et nos cellules se mettent à fonctionner comme des antennes et reçoivent la lumière et peuvent fabriquer de l'électricité à partir de cette lumière, comme les appareils modernes. Et après, quand on baigne dans du champ électrique qui est alternatif, nos cellules qui sont composées d'eau subissent cette interaction et ces fluctuations. Mmh. Ça, c'est pour la partie moderne. Pour tout ce qui est cours d'eau, failles, des géobiologues ont compris que le fluide qui se déplace dans ces veines d'eau souterraines, heu, émettent une friction sur les bords. Et donc,
sur les parois, ça arrache des électrons et donc le cours d'eau se retrouve chargé en électrons et les parois en manque d'électrons. Et ça crée un déséquilibre électronique qui se répercute sur de grandes distances en hauteur D'accord. aussi. Et donc D'accord. ça perturbe l'équilibre cosmotellurique local. OK. Mais c'est parce que notre corps est de nature électrique. Après, il y a une autre influence qui est plus subtile, mais qui a été découverte par les radiesthésistes, c'est que on a découvert que l'eau peut transporter de l'information. Jacques Benveniste en avait parlé, le chercheur japonais Emoto aussi. Et en fait, si un cours d'eau passe sous un cimetière ou sous un hôpital, il peut prendre l'information des maladies ou des bactéries ou des virus. Et si on dort au-dessus d'un cours d'eau qui transporte cette information, elle peut remonter dans la maison et on pourra développer des symptômes de ces maladies ou notre santé pourra être altérée par cette information. C'est un petit peu à l'image, des pollutions de nappes phréatiques. Alors je fais peut-être une mauvaise comparaison, mais qui peuvent être soumises à des pollutions diverses en réalité? Alors, il y a des pollutions. Si c'est des pollutions, chimiques et qu'on est en contact avec l'eau, bien sûr, ça aura un impact sur la santé. Mais en fait, il y a l'information de cette pollution qui peut, elle, être transportée par les cours d'eau, mais aussi par les Mmh. réseaux géomagnétiques, comme les réseaux D'accord. Curie, Hartmann. Et cette information, nos corps subtils, nos corps énergétiques vont la prendre comme une pollution, même si elle était chimique, même Ouais, si je c'est que de comprends. l'information. Il existe des normes ou des réglementations qui concernent ces rayonnements? Bon, j'ai en tête, par exemple, pour la téléphonie, il y a une réglementation au niveau de la puissance maximale ou quelque chose comme ça. Donc il y a des normes, j'imagine? Pour les champs électriques, les champs magnétiques et les hyperfréquences, il y a des normes légales, mais qui sont souvent trop élevées par rapport au maintien à une bonne santé. Dans les études telles que BioInitiative, ils préconisent moins de 10 volts par mètre sur le lit pour dormir et en dessous de 20 microwatts par mètre carré pour les Mmh. hyperfréquences. Mais les normes françaises sont très au-dessus de ça. C'est 60 volts par mètre de mémoire pour le... Non, 600 volts par mètre pour les normes françaises, donc c'est très D'accord. au-dessus de ces normes-là. Effectivement, ouais. Après, pour les radiations naturelles, il n'y a pas de normes parce que c'est des mesures radiesthésiques. On en vient à vos outils en qualité de géobiologue, Frédéric. Est-ce que vous pouvez nous détailler les instruments qui sont généralement utilisés pour détecter les rayonnements? Oui, en géobiologie, on utilise des outils issus de la radiesthésie, tels que le D'accord. pendule, les Mmh. rademasters, des baguettes de sourcier, et aussi l'antenne de l'échelle qui, elle, a un curseur et qui permet de ne sélectionner qu'un type de perturbation. Ça, c'est pour les réseaux naturels. Pour D'accord. tout ce qui est réseau artificiel, courant, champ électrique, champ magnétique, on a des appareils électroniques de détection, des appareils modernes. Et comment fonctionnent ces outils en général? Bah, pour les appareils électroniques, c'est des appareils électroniques fabriqués, par des fabricants spécialisés. Pour ma part, D'accord. j'achète des appareils chez Gigahertz Solutions qui sont étalonnés par le constructeur. Mmh. Après, pour la radiesthésie, il faut comprendre que c'est en fait le corps du radiesthésiste qui perçoit la perturbation. Quand on D'accord. passe au-dessus d'un cours d'eau, nos corps énergétiques en reçoivent l'information. Et en fait, les instruments comme le pendule ou les baguettes amplifient cette détection. Ça agit comme des antennes qui Mmh. permettent d'amplifier le mouvement D'accord. ou le déséquilibre qu'on reçoit. Très Après, il bien. y a des baguettes qui sont plus autonomes comme l'antenne de l'échelle ou le Radmaster qui sont en cuivre et qui Mmh. sont sensibles au changement électronique. On peut considérer ces outils comme totalement fiables? Alors, pour les appareils électroniques, oui, parce qu'ils sont étalonnés par le fabricant, mais ça, D'accord. ce sont des appareils, c'est forcément fiable. Pour tout ce qui est radiesthésie, vous avez raison, on peut se poser la question de la fiabilité des détections radiesthésiques. Et en fait, elles sont directement corrélées à l'état d'être du radiesthésiste ou du géobiologue. Mmh. Et plus la personne aura d'expérience, de pratique, de formation, plus elle sera à même de réduire les incertitudes ou les erreurs et d'être D'accord. la plus fiable possible. Donc concrètement, un géobiologue qui débute peut être soumis à un petit peu plus d'erreurs que va occulter un géobiologue qui a beaucoup d'expérience, qui tiendra compte des expériences passées et du fruit de ses erreurs globalement. Oui, c'est ça. C'est ça, Mais hein? par par exemple, pendant les formations, mettons, il y a un cours d'eau qui est à 3 mètres d'un mur et ben, peut-être qu'en formation, il y a des personnes qui vont le trouver à 2 mètres ou 2,50 m plutôt qu'à 3 mètres. Elles vont avoir l'information, mais elle sera un peu décalée. Mais c'est juste une question d'étalonnage. Mmh. Comme pour les appareils, il faut aussi qu'on étalonne nos corps à la détection et donc plus on le pratique, plus on est fiable.
Si on aborde maintenant ce qu'on va appeler les lieux de vie, maisons, appartements, comment les rayonnements terrestres peuvent-ils, par exemple, avoir une influence sur notre sommeil? Mais là, encore une fois, il faut différencier la partie moderne avec le courant et les hyperfréquences et les rayonnements naturels. Pour tout ce qui est artificiel, comme le champ électrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est alternatif. Et donc, comme il change de sens 50 fois par seconde, si on a la tête qui baigne dans un champ électrique, on va être perturbé par cette alternance. Mmh. Pour les hyperfréquences, qui est de la lumière, le rayonnement de la téléphonie mobile, du Bluetooth, du Wi-Fi, c'est de la lumière, mais qui arrive de manière pulsée. Et là, ça, nos corps peuvent le transformer en électricité aussi. Mmh. Et donc ça perturbe directement la santé. Les champs électriques peuvent directement influencer le sommeil, mais Mmh. après, si on dort sur un point géopathogène ou une zone qui n'est pas saine pour la santé, on peut quand même dormir, mais le sommeil ne sera pas réparateur. Et c'est D'accord. ça qui va faire que sur le moyen et long terme, on peut être fatigué ou le corps peut dysfonctionner et cela peut amener à être plus malade ou Mmh. à ne pas pouvoir se défendre contre une maladie. Qui peut ensuite entraîner indirectement, j'allais dire, une dépendance chimique par recours à des somnifères ou des choses comme ça, ce qui ne fait qu'aggraver la situation de la personne concernée en réalité. Oui, Mmh. parce que si la personne est malade à cause de son environnement, mais qu'elle ne le détecte pas, les Ouais, médicaments vont la guérir provisoirement, mais elle retombera sans cesse malade. bien sûr. Alors du coup, face aux problèmes de sommeil, comment peut-on aménager une chambre à coucher pour en limiter les nuisances justement? Mais il est difficile de faire une réponse générale, parce que l'idéal, c'est de réaliser une étude sur place. Mmh. Mais les préconisations que je pourrais faire, c'est au moins de couper le Wi-Fi la nuit, d'avoir, si possible, la tête au nord, dans le sens du champ magnétique, voire à l'est, si c'est pas possible, d'avoir la tête au nord. Mais quand même, l'idéal, c'est de faire une étude sur place. Parce que si le lit est placé sur un point géopathogène, issu d'un croisement de cours d'eau sur lequel passe une faille ou un réseau géomagnétique, on ne peut pas le deviner comme ça, sans aller Ouais. sur place. Est-ce qu'on peut protéger véritablement une maison des rayonnements négatifs? Pour tout ce qui est rayonnement hyperfréquence, c'est Mmh. possible d'utiliser des peintures ou des tissus anti-ondes. Mais on ne peut pas le faire sans faire d'études parce que, mettons, si quelqu'un peint entièrement l'intérieur de sa maison avec des peintures anti-ondes, sans traiter le rayonnement qui vient de l'intérieur, tout le rayonnement va rebondir partout dans la maison et ce sera pire que s'il y avait rien. D'accord. Donc, mais il existe des tissus et des peintures anti-ondes qui sont Mmh. efficaces pour réduire le champ électrique ou les hyperfréquences. J'ai entendu parler d'une technique qu'on appelle le shielding, ça vous dit quelque chose? C'est comme si on créait une sorte de bouclier contre les rayonnements en réalité. Alors je sais pas comment on procède, mais je pense que les peintures que vous évoquez doivent être, à la source de ce type de protection. Oui, parce que les tissus et les peintures que je connais s'appellent Y-Shield. Après, de dire on va uniquement poser un menhir à un endroit ou placer des barres en cuivre à tel endroit dans le jardin et on va protéger la maison de toutes les nuisances, c'est peut-être quelquefois possible, mais quelquefois non. Il faut quand même, heu, adapter les solutions à ce qui se trouve sur place. Bien Et sûr. encore une fois, si on coupe tout le rayonnement, mais qu'on le concentre à l'intérieur, c'est pas mieux non plus. Mmh. Donc Ouais. oui, il y a des solutions physiques, mais contre le rayonnement naturel, il faut adapter les solutions à ce qui se trouve réellement sur place. Mais le problème là qu'on évoque à la limite, alors j'allais dire que pour une maison individuelle, je pense qu'il est largement possible de trouver des solutions. Mais quand on est dans un immeuble et qu'il y a des appartements qui eux-mêmes sont en dessous, au-dessus ou à côté confrontés à du rayonnement de type Wi-Fi, téléphonie, réseaux divers, électricité notamment, je pense que ça devient beaucoup plus difficile de s'en protéger concrètement. Alors, c'est un peu plus difficile de travailler sur la valeur de la résistance de la prise de terre, qui est très importante sur un immeuble. Sur une maison D'accord. individuelle, c'est plus facile. Après, Mmh. se protéger du rayonnement des voisins ou des immeubles d'en face, c'est possible parce qu'il existe, encore une fois, des peintures anti-ondes ou des D'accord. films qui se posent sur les vitres. Donc, c'est quand même possible. Et se protéger des cours d'eau souterrains dans un appartement, c'est possible aussi. Oui, c'est plus difficile que pour une maison isolée, mais c'est quand Bien même, évidemment. il y a des solutions. Alors là, on vient de parler des lieux de vie, bah, qui a priori nous concernent tous, mais il faudrait peut-être pas oublier les lieux de travail. Quels sont les impacts possibles des rayonnements sur la productivité et le bien-être au travail concrètement? La nuisance principale proviendra souvent du champ électrique ou des hyperfréquences. Mmh. Dans un espace de travail collectif, il y aura forcément du Wi-Fi pour que tout le monde connecte son ordinateur, son Bien téléphone sûr. portable. Donc ça va émettre beaucoup d'hyperfréquences. Plus il y aura l'ordinateur qui pourra émettre du rayonnement électrique. Il y a certains ordinateurs
portables qui émettent du champ électrique quand ils se rechargent, d'autres non, ça dépend des modèles. Donc ça, c'est la nuisance principale. Mmh. Après, il peut arriver qu'un bureau soit placé sur un point géopathogène parce qu'il y a un croisement de cours d'eau dessous, mais ça, on ne peut pas le savoir. Si un salarié est positionné sur un tel point, il risque d'être souvent fatigué, il aura du mal à se concentrer et donc ça va avoir un impact sur son travail. Mais malheureusement, il y a peu de chefs d'entreprise qui ont conscience que de travailler dans un environnement saturé d'ondes ou de champs électriques est nuisible pour la santé, mais donc la productivité au travail. Oui. Donc c'est vrai que si les salariés et même le chef d'entreprise sont mieux au travail, ben Mmh. la rentabilité sera meilleure pour l'entreprise aussi. Est-ce que des rayonnements d'ailleurs peuvent avoir une influence sur les comportements individuels ou les relations entre salariés, par exemple? Alors j'allais dire, relations négatives, j'entends, hein, réactions négatives. Oui, parce que le champ électrique a un effet excitant Mmh. ou un effet et ça peut aussi amplifier la fatigue et D'accord. donc ça peut créer des tensions entre les personnes parce qu'elles seront pas à l'aise, pas bien Mmh. dans leur corps à ce Ouais, moment-là au travail et donc ça peut bien sûr. générer des tensions qui n'auraient pas lieu d'être. Est-ce que vous suggéreriez du coup pour aménager un bureau de manière à éviter les zones à risque ou, bah, des problèmes de rayonnement qu'on vient d'évoquer? Sans faire d'études sur place, ce sera que des préconisations générales, Mmh. mais l'idéal, ce serait de connecter tous les appareils, tous les ordinateurs à un réseau filaire pour pouvoir Mmh. couper le Wi-Fi. D'accord. De faire en sorte que tous les ordinateurs soient que ce soit que des appareils des ordinateurs reliés à la terre pour qu'ils n'émettent pas de champs électriques. Est-ce que globalement, ça veut dire que finalement les gens, avant l'avènement de l'informatique et des réseaux Wi-Fi, Bluetooth et cetera, étaient moins exposés au rayonnement dans les années 60-70 notamment, par exemple? C'était pas le même type de rayonnement. Avant, les gens n'étaient exposés qu'au rayonnement provenant de perturbations naturelles, telles que Oui, cours d'eau, failles ou le réseau d'accord, géomagnétique. Là, d'accord. on a amplifié les Ouais. sources de perturbations en rajoutant du courant et Mmh. des hyperfréquences. Et donc, oui, on multiplie les perturbations. C'est pas très rassurant quand même parce que ça veut dire que plus on progresse finalement, plus on expose les gens à des champs de fréquences différents et alternatifs qui posent des problèmes visiblement. Pour l'instant, oui, mais parce qu'on n'a pas appris à s'en servir, parce qu'on Ouais. utilise tout en de manière sans fil, parce que c'est beaucoup plus pratique. D'accord. Mais il y aurait des solutions pour utiliser internet, l'informatique, en filaire, avec la même productivité ou même plus de débit, mais sans que ce soit nuisible à la santé. Mmh. Il y a un point important à connaître, c'est que concernant l'électrosensibilité, on a tous un seuil personnel. Mmh. Et si on est très exposé au travail et que chez soi, on est en même temps exposé la nuit à des hyperfréquences ou à une zone géopathogène, on va pas bien se reposer. Et si on bascule, si on dépasse notre seuil de résistance, on peut Mmh. basculer dans l'hypersensibilité et après le retour en arrière est très difficile. C'est pour ça que, au minimum, si on ne peut pas aménager son espace de travail, il faut au moins faire en sorte que le lieu de repos Mmh. soit sain. Pour résumer très très simplement, éloignons le téléphone de notre table de chevet quoi, globalement, entre autres. Oui, au moins quand on dort, il faut mettre le téléphone, en mode avion si on s'en sert comme réveil. En mode Ouais, avion, ça coupe les ondes. d'accord. Mmh. Ouais, c'est une bonne préconisation effectivement. Il existe des études scientifiques sur les liens justement entre géobiologie et maladies professionnelles? Alors concernant l'électricité et le champ magnétique, il y a des associations comme Bioinitiative qui ont recensé toutes les études, plus de 2000 études scientifiques de l'impact des ondes sur la santé. Le professeur Bellepomme qui a recensé ça aussi dans un livre qui s'appelle «Le livre noir des ondes». Donc sur cette partie moderne, c'est fait. Concernant les réseaux naturels, il n'y a pas d'étude statistique qui a été faite. Ce que l'on a par contre, c'est le témoignage des géobiologues dans leurs livres ou après le passage chez des personnes dont l'état de santé s'est amélioré, ou des animaux aussi. Et donc, c'est une réalité, mais qui n'est pas prise en compte par les médecins, les architectes ou la science, parce qu'il n'y a pas eu d'études statistiques. Il n'y a pas eu de. Personne n'a été, n'a suivi, mettons, des dizaines de géobiologues pour Mmh. voir les résultats après et les recenser. Mais dans les livres des géobiologues, il y a quand même beaucoup de témoignages de personnes dont la santé s'est améliorée après leur passage. Donc il y a des moyens de le prouver, mais il n'y a Mmh. pas d'études sur ça.
D'accord. On parvient néanmoins à établir des liens entre la géobiologie et certaines maladies, notamment des cancers, des maladies chroniques, maladies de peau par ailleurs, Oui, il faut savoir par exemple que le réseau Hartmann, le réseau géomagnétique Hartmann, porte le nom de deux médecins allemands, deux frères, qui ont remarqué qu'il y avait des maisons où tout le monde tombait malade. Quand le propriétaire décédait et que les nouvelles personnes s'installaient, elles devenaient à nouveau malades. Et ces D'accord. médecins ont découvert un réseau qui porte leur nom, le réseau Hartmann. Il y a le docteur Perret en France qui a donné son nom aussi au réseau Perret, qui a fait les mêmes constatations. Donc on sait qu'il y a un lien entre le fait de dormir sur des croisements de réseaux géomagnétiques et des maladies. Mmh. D'accord. Après, on sait que le grand réseau diagonal provoque des excroissances cellulaires. Mmh. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on a constaté après des milliers d'études géobiologiques que quand quelqu'un dort sur ce croisement de cours d'eau ou qu'un membre, mettons son pied ou son bras, passe sur ce réseau, il y a au droit du croisement, il y a un problème cellulaire. Mmh. Après pour les champs électriques et les hyperfréquences, il y a une corrélation directe avec les cancers du cerveau pour une trop grande utilisation du téléphone portable ou quelqu'un qui dormirait dans un champ électrique trop fort. D'accord. Ça, on peut faire des relations directes, oui. OK. OK, OK. Mais là, on vient de parler de lien entre la géobiologie et de certaines maladies. Est-ce qu'on peut parfois même considérer que la géobiologie peut-elle être une cause de maladie? Ou ça semble pas évident? C'est qu'en fait, les personnes peuvent dormir sur des zones géopathogènes sans le savoir, et Mmh. donc ça va avoir un impact sur leur santé. Et donc ils Oui, vont aller chercher des causes extérieures, heu, mais sans traiter une des causes possibles de leurs problèmes de santé. bien Ah, sûr. les maladies sont multifactorielles, Mmh. mais c'est vrai que beaucoup de personnes nient encore l'effet des ondes, du courant sur la santé ou même de l'impact des réseaux naturels. Et Ce qui est donc pourtant c'est fa certain. c'est pourtant facile à observer l'impact des ondes, enfin ça me paraît relativement évident, même ne serait-ce que d'un point de vue scientifique et rationnel pourtant. C'est assez évident, mais ça impose un changement de comportement. Et d'ailleurs justement, comment la géobiologie peut-elle être utilisée, en complément de la médecine allopathique? On vient en complément, comme vous l'avez dit, on ne remplace pas la médecine. OK, Mais parce que si quelqu'un est malade, il faut bien qu'il aille voir un médecin. bien sûr. Par contre, l'intérêt, c'est d'identifier si la maison ou le lieu de vie ou le bureau aussi a un impact sur sa santé. Et si on peut ajouter ça au diagnostic, c'est le mieux. Parce que encore une fois, si la personne prend des médicaments qui vont peut-être la guérir, mais qu'elle dort sur un point géopathogène, Mmh. la rémission va être provisoire. Au bout de quelques semaines ou quelques mois, elle va retomber malade et le médecin ne comprendra pas pourquoi la personne est retombée malade malgré le traitement. Et ça va être chronique après. Juste une question en complément. Quelqu'un souffre d'un problème qui est lié à son lieu de vie, pas nécessairement, les fréquences électriques, mais vraiment j'allais dire les fréquences naturelles, si j'ai bien compris, notamment tout ce qui est ruisseaux, cours d'eau et cetera ou tellurique. Si on ne peut rien y faire, le seul conseil qu'on puisse donner à cette personne, ce serait quoi? De déménager concrètement? Bon, j'ai pas dit qu'on pouvait rien y faire. Il y a plusieurs solutions. Oui. Mettons, si quelqu'un vit dans une maison assez grande et D'accord. que la chambre fasse 20 mètres carrés, imaginons, si le Mmh. lit est placé au droit d'un croisement de cours d'eau et que, il y a moyen de déplacer le lit dans la pièce, ça c'est assez facile ou au pire de changer de chambre. Après, quelquefois, il y a des moyens de réduire l'impact de la nuisance du cours d'eau, suivant le type de nuisance qui est transportée par le cours d'eau. D'accord. C'est pour ça qu'il faut faire une étude sur place. Mais il y a quand D'accord. même des solutions. Il n'est pas nécessaire de déménager à chaque fois. Non, heureusement qu'on a des solutions. Mais dans ce cas-là, il faut, alors bien sûr, l'idéal, si on dort au-dessus d'un point, enfin, si c'est un point géopathogène où il y a un croisement de cours d'eau et des réseaux par-dessus, Mmh. là, il faut déplacer le lit ou le canapé, il ne faut pas rester au-dessus. Mais si c'est juste un cours d'eau simple ou juste un croisement de cours d'eau sans rien d'autre dessus, c'est possible d'intervenir ou avec des dispositifs en cuivre ou des huiles Mmh. essentielles quelquefois ou d'autres dispositifs à adapter au lieu. Je me permets une question en rapport. Là, on est en train de parler de biens qui existent déjà, de logements. Est-ce qu'il est possible d'anticiper la construction d'un logement, d'une maison, en fonction d'une analyse géobiologique qui révélerait justement différents types de perturbations et permettrait un meilleur positionnement? Ça se fait? Ça existe concrètement? Oui, bien sûr, il y a des personnes qui font construire leur maison, qui font intervenir un géobiologue comme D'accord. moi avant de construire. D'accord. Donc, dans ce cas-là, on détecte, avant où sont les cours d'eau et les failles qui, elles, bougeront pas ou très peu dans le temps Très et comme bien. ça, on évite de placer
la chambre au-dessus d'un croisement de cours d'eau s'il y en a Oui, un. c'est Bien judicieux. sûr, Pardon. c'est Ouais. l'idéal. Mmh Il y a mh. quelques architectes qui le font faire ou des personnes qui sont sensibles à la géobiologie qui le font, mais pas D'accord. assez, hein. Dans l'idée, ça se rapproche quelque peu du feng shui alors? Alors oui, du feng shui en Chine, parce que dans le feng shui en Chine, ils prennent en compte les veines du dragon, qui sont les cours d'eau et les failles souterraines. D'accord. Dans le feng shui en Europe, c'est surtout la circulation énergétique dans l'habitation qui est Mmh mh. importante à prendre en compte, D'accord. mais c'est pas exactement la même approche. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a des similitudes quoi qu'il en soit. Très bien. Oui. On vient de parler de la géobiologie, bien évidemment, par rapport au lieu de vie, mais si on parlait également de l'environnement, entre autres, comment les rayonnements terrestres peuvent-ils influencer la croissance des plantes ou la croissance des animaux? Mais ce qui est mauvais pour les hommes l'est aussi pour les plantes et les animaux. D'accord. Et par exemple, les insectes sont très sensibles aux ondes, aux hautes fréquences, parce que ce sont des ondes millimétriques qui ont des longueurs d'onde analogues à leur taille. Et donc, ça perturbe beaucoup les insectes. C'est la même chose pour les cellules humaines qui sont d'ordre millimétrique. D'accord. Après, dans la nature, on voit quelquefois des arbres qui poussent de travers, parce ils essaient de s'extraire d'une zone géopathogène. Ou quelquefois, on voit des excroissances sur des troncs ou des boules qui Mmh sont mh. parfois dues à des parasites, mais D'accord. parfois dues à l'impact de cours d'eau ou de réseaux. C'est comme pour nous, si une zone est affaiblie, il sera plus facile pour des parasites ou une maladie de s'installer. Les rayonnements qu'on vient d'évoquer par rapport à la croissance des plantes et des animaux, ça peut aller, jusqu'à influencer ou à modifier quelque peu l'ADN, comme le ferait par exemple de la radioactivité ou quelque chose comme ça? Les hyperfréquences peuvent impacter l'ADN, parce que c'est de OK, la lumière, ça impacte OK, l'ADN. De d'accord. là à dire que des rayonnements de cours d'eau ou de failles perturbent l'ADN, je C'est sais peu pas trop. probable, c'est peu C'est peu probable probable. visiblement. Ouais. Sauf s'il y a de la radioactivité. Oui, un Mmh. élément dont on n'a pas parlé, c'est le radon. Mmh mh. Dans les zones granitiques, il y a un gaz qui s'appelle le radon qui, lui, est radioactif, qui est Ouais. plus lourd que l'air, donc il a Mmh mh. tendance à rester ou dans les caves ou dans les rez-de-chaussée. Mmh mh. Mais sur les sols granitiques, en Corse, en Bretagne ou dans le Massif central, il faut regarder la teneur en radon. Et là, oui, D'accord. si c'est radioactif, ça peut impacter l'ADN, effectivement. Ça fait donc un petit peu partie des lieux qu'on va considérer particulièrement chargés en énergie sur Terre? Alors, il y a des zones où il y a une très forte énergie tellurique, qui est pas D'accord. forcément radioactive, Mmh telles que mh. des collines, des montagnes ou des sources. Mmh mh. OK. Mais par exemple, le Mont Saint-Michel, c'est une zone comme ça et sur laquelle on a construit un monument. Mmh mh. Après, nombre de chapelles, d'églises ou de cathédrales sont construites sur des lieux géopathogènes. Mais l'idée, c'est de réharmoniser le lieu pour envoyer un rayonnement positif autour. D'accord. Et les menhirs et les dolmens ont probablement la même fonction, un Mmh peu mh. comme des aiguilles d'acupuncture dans le sol. On peut parler alors de points énergétiques, concrètement, si je prends l'exemple d'un dolmen notamment? Oui, mais tout à l'heure, je vous parlais de réseaux géomagnétiques, les Curie-Hartmann, Curie D'accord. et aussi le réseau sacré. Et en fait, ça crée une grille tout autour de la planète. Et l'information circule dans ces grilles. Et donc, s'il y a des zones géopathogènes, elles vont envoyer une information négative via ces réseaux. Et donc, il est nécessaire de faire remonter ces lieux-là pour que l'information qui circule dans les réseaux soit positive. D'où D'accord. l'existence de toutes ces chapelles, cathédrales, prieurés ou des dolmens qui étaient un peu partout, en fait. Mmh mh. C'était Mmh pour mh. faire que l'environnement soit propice à la santé. Il en va donc de même de certains lieux de culte païens, notamment, là, on parlait de dolmen, j'avais en tête Stonehenge ou des éléments de la sorte qui respectaient un petit peu ces espaces et ces champs énergétiques notamment? On peut supposer que oui, même si on ne sait pas qui les a construits, mais on peut Ouais. supposer que oui. Parce que même nos chapelles et nos cathédrales ont souvent été construites sur des anciens lieux païens qui avaient Mmh déjà la mh. connaissance de ça. Ouais. Donc les monuments s'empilent les uns sur les autres, mais en gros, ils ont la même fonction. Quel est le rôle de la géobiologie dans ce qu'on appelle l'architecture bioclimatique actuelle? L'architecture bioclimatique a pour objet d'orienter le bâtiment en fonction du soleil et des vents dominants, Mmh mh. et de tenir compte de la nature qui l'environne. D'accord. Et on peut dire que l'étude géobiologique qui va prendre en compte l'impact du sous-sol et de l'environnement électromagnétique est le complément direct de cette étude. Donc ça, c'est une suite logique. Comme ça Mmh mh. fait un tout complet. On vient jusqu'à présent de parler de la géobiologie dans ces concepts,
j'allais dire scientifiques ou techniques. Peut-être que pour beaucoup, la géobiologie, ça peut paraître un petit peu, ésotérique, divinatoire. Quels sont les liens précisément entre la géobiologie et les croyances spirituelles notamment? Pour ce qui concerne les réseaux naturels et l'impact de l'électricité, il n'y en a pas vraiment. Mais Mmh. il y a un type d'impact énergétique dont nous n'avons pas encore parlé, qui sont les mémoires des murs, des lieux, les D'accord. envoûtements ou les Mmh. présences. OK. Et c'est vrai que pour les expliquer, il est nécessaire d'avoir des connaissances spirituelles et ésotériques. Pour comprendre ce que c'est un fantôme, par exemple, ou une présence, il est nécessaire d'avoir des connaissances sur la vie après la mort, les notions de Mmh. réincarnation ou d'âme. Mmh. D'accord. Alors, un géobiologue qui n'a pas ces connaissances ne s'occupera pas de ce domaine. Mmh. Mais c'est le lien que je peux faire entre, la spiritualité et la géobiologie. Tout à l'heure, là, on a évoqué justement le rattachement de la géobiologie à certains rites ou lieux païens. Là aussi, on peut y rattacher une forme de spiritualité dans les croyances ancestrales et je pensais notamment aux druides, aux cultes celtiques, par exemple. On peut le voir également comme ça, je présume? Oui, parce que les anciens avaient connaissance des cours d'eau souterrains, des failles et que ça avait un impact négatif et en fait, ils voyaient l'homme mais c'est la même chose pour le feng shui en Chine dont vous Mmh parlez. mh. On peut Mmh. voir l'homme comme un trait d'union entre le ciel et la terre et donc D'accord. c'est en ça que le de prendre en compte ce qui vient d'au-dessus, d'en dessous et ce qui rayonne autour de nous. En fait, c'est l'homme au sein de la nature et relié à la nature, en fait. Oui, je C'est comprends, je comprends. Bah, de toute façon, c'est un tout, quoi, la biosphère et tout ce qui la compose en réalité. Ce qui explique un petit peu ces fortes interactions entre l'animal, le végétal et les champs environnementaux, quoi, hein, c'est ça? oui, c'est ça, exactement. OK, OK. Est-ce que la géobiologie peut être utilisée pour de la divination ou la radiesthésie? Je pense que oui, pour la radiesthésie, quoi qu'il en soit. Oui, en fait, c'est la géobiologie qui utilise des outils de la radiesthésie comme le pendule ou les baguettes. D'accord. Mais la géobiologie elle-même, ce n'est pas une technique divinatoire, c'est Mmh autre mh. chose. Mmh. Ce sont plus des voyants ou des thérapeutes qui vont utiliser le pendule pour faire de la divination. Mmh. Mais, mais ce n'est pas de la géobiologie dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut distinguer, alors ça, mon propos peut paraître péjoratif, mais des pratiques sérieuses émanant de géobiologues confirmés, de ceux qui pratiqueraient des pseudosciences qui y ressembleraient sans nécessairement être de la géobiologie? La géobiologie et la radiesthésie elles-mêmes ne sont pas forcément reconnues et peuvent être traitées de pseudosciences, même Mmh. si ce sont des pratiques millénaires. À mon sens, pour faire la différence entre des géobiologues sérieux et d'autres, c'est de regarder les formations qu'ils ont suivies, les résultats qu'ils obtiennent, les avis des clients sur leur site internet Mmh. et de voir si la personne met en confiance ou pas. Et D'accord. donc, c'est encore une fois plus l'expérience qui va permettre de faire la différence entre les géobiologues. Il existe des écoles de géobiologie? Alors, il n'y a pas de diplôme d'État, mais il y a Mmh. des formations. Pour ma part, j'ai suivi 2 formations, celle de géobiose d'Alain Deluzan et celle de Pierre-Alexandre Nicolas de Géobiologia, c'est des formations qui sont complémentaires, des formations complètes. Ça dure, en gros 1 an, mais c'est des modules de quelques jours, Mmh. par mois et voilà, donc en gros, sur 1 an. Et donc oui, on peut pratiquer la géobiologie sans formation initiale, ce serait assez compliqué parce qu'il y a quand même un savoir-faire. Si on parle maintenant de la géobiologie, focalisons-nous sur l'avenir. Est-ce qu'il y a des nouveaux développements à attendre dans le domaine de la géobiologie qui seraient, bah, parallèles à l'évolution des technologies nous concernant? Un développement souhaitable serait que des chercheurs travaillent avec des géobiologues afin de faire converger les connaissances ancestrales avec celles des physiciens et des médecins. D'accord. Parce que le problème ne vient pas tant de la géobiologie ou de la radiesthésie, où on a à peu près compris comment cela marche, mais de la fermeture d'esprit de certains chercheurs qui cherchent à tout analyser au travers de la pensée matérialiste. Et si on Mmh. n'en reste que dans la pensée matérialiste, on ne peut pas expliquer comment cela fonctionne, vu que c'est surtout de l'énergie. Comme s'il y avait un rejet j'allais dire, du monde scientifique traditionnel, c'est ça, globalement? Alors, paradoxalement, la physique quantique a montré que tout est énergie et que l'expérimentateur perturbe la mesure. Donc, on sait que la Mmh. conscience a un impact direct sur la matière. Mais il y a encore D'accord. beaucoup de chercheurs et de médecins qui restent dans une vision que matérialiste où tout procède de la matière. Ouais, Et si on reste dans cet état d'esprit, c'est pas possible de comprendre ouais, l'impact bien sûr. d'un cours d'eau qui serait à 20 mètres sous la maison et qui a quand même un impact sur la santé. Comment la géobiologie pourrait-elle évoluer dans les prochaines années selon vous? J'espère qu'un jour la géobiologie sera intégrée aux autres corps de métier dans la construction
et Mmh. qu'une étude géobiologique sera recommandée comme l'est l'étude de sol pour connaître la stabilité du terrain. Ce serait Mmh. l'idéal. Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, si on intervient en amont, on évite de poser des pièces ou des lits sur des points géopathogènes. Donc, après, il n'y a plus besoin de traiter derrière. Bien sûr. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure du feng shui. En Chine, c'est une pratique courante, notamment, de recourir au feng shui avant la mise en place d'un bâtiment, d'une maison, d'un logement quel qu'il soit? En Chine et au Japon, il y a des grandes entreprises qui font appel à des maîtres en feng shui pour orienter le bâtiment ou le construire aux normes du feng shui, parce que cela joue sur le chiffre d'affaires et D'accord. sur la rentabilité de l'entreprise. Ouais, Donc eux, bien sûr, ils voient une bien sûr, corrélation directe. bien sûr. Donc ce qui démontre bien que pour peu que les mentalités évoluent, mentalité occidentale sous-entendue, il serait facile d'intégrer effectivement la géobiologie à l'architecture. Ce serait facile à faire, oui, parce Mmh. que une étude d'un terrain, ça prend entre, 1 journée et 2, 3 jours, Mmh. et donc c'est pas très compliqué ça n'a pas d'impact sur le planning d'un chantier, Mmh. au contraire. C'est c'est Donc c'est c'est marrant parce que ce que vous me dites me fait penser, mais j'allais dire par anticipation, au diagnostic comment dirais-je? Les DPE, de performance énergétique notamment, qu'on pourrait là, dans le cas présent, anticiper et adapter version géobiologique, concrètement. oui, c'est ça, oui, ce serait un diagnostic, équivalent. Sauf que moi, qui ai remarqué, moi, quand j'interviens, je regarde systématiquement la valeur réelle de la résistance de la prise de terre. Mais quand les personnes me donnent les diagnostics qui ont été faits, en fait, la plupart des gens recopient des valeurs sans aller les vérifier. Et effectivement, ça pourrait être intégré comme ça et il y aurait un surcoût éventuel à la construction, mais au mètre carré, ça ferait pas grand-chose, en fait. Mmh. Donc c'est Mmh. plus les mentalités à changer. Oui, je Et vois, effectivement. et pour la médecine, ce serait pareil. Si on pouvait être associé ou si les médecins pouvaient nous associer au diagnostic et nous faire intervenir pour comprendre si le lieu a un impact. Quelquefois, il y a pas d'impact, mais s'il y a un Mmh. impact, il faudrait qu'il en tienne compte dans son diagnostic Mmh. sur l'origine de la maladie. Ce serait plus efficace. La difficulté, c'est donc tant que la géobiologie est considérée comme une pseudo-science, elle sera à ce titre plus ou moins rejetée par la médecine allopathique, hein, de ce que je comprends en tout cas. Ouais. Oui, c'est ce que je constate, oui. Mmh. Il y a peu de médecins il y a encore peu de médecins qui croient à l'impact de l'électricité et des ondes sur la santé alors que c'est que de la physique. Mmh. Donc de là à ce qu'ils prennent en compte les cours d'eau souterrains ou les réseaux géomagnétiques, il y a encore un pas à franchir. Rassurez-moi en tout cas, dites-moi qu'il y a des perspectives d'avenir pour la discipline. Oui, parce que de plus en plus de personnes sont conscientes que l'environnement a un impact sur la santé et se tournent vers des pratiques plus naturelles et veulent prendre leur santé en main et ces personnes veulent être actrices sur leur santé. Mmh. Et donc moi, je vois un bel avenir pour la géobiologie, mais qui accompagne aussi le changement de conscience de la société, vers une société plus harmonieuse, plus en respect de la nature, des animaux. C'est une vision plus globale, en fait, qui est en train d'arriver. Enfin, on voit partout que les médecines naturelles, et holistiques se développent en parallèle de la médecine classique. Il ne faut pas opposer les 2, il faut travailler ensemble. Si je devais conclure sur cette, approche de la géobiologie, quelles sont les principales leçons qu'il faudrait en retenir à titre individuel et à titre de particulier? Faire attention à son environnement, ne pas trop s'exposer au rayonnement, quoi d'autre globalement? Qu'est-ce que vous me conseilleriez vous, Frédéric? Heu, alors, pour tout ce qui est réseau naturel, c'est difficile de donner des conseils pour des Mmh. personnes qui ne sont pas radiesthésistes. Mais pour tout ce qui est hyperfréquence et courant 50 Hz, heu, mettons, l'idéal c'est de couper. On a dit de mettre le téléphone en mode avion quand on dort, si D'accord. possible de couper le wifi, mais même si on a le téléphone portable sur soi toute la journée, si on Mmh. va pas sur internet avec, alors c'est bien de couper le wifi, le bluetooth et les données mobiles sur son téléphone quand il est dans sa poche, parce que D'accord. sinon on est constamment exposé. Mmh. Et tous les appareils qui sont en veille notamment, n'est-il pas préférable de alors, il y a déjà une notion d'économie, d'un point de vue facture, mais, d'un point de vue rayonnement aussi, tout ce qui est en veille, l'éteindre la nuit notamment, par exemple? Oui et non, ça dépend des appareils. D'accord. Heu, il y a des appareils qui sont reliés à la terre, donc ils n'émettent Mmh. pas de champ électrique, mais la plupart des télévisions ont juste une fiche avec 2 prises et ne sont pas reliées à la terre, donc elles émettent du champ électrique. Et donc D'accord. s'il y a une télé qui est très proche d'un lit, effectivement, si elle n'est pas mise à la terre, il vaut mieux la débrancher. Votre expertise à la source est indispensable concrètement. Oui, mais comme dans tous les métiers.
Mmh. Un architecte, avant de rénover un bâtiment, il est obligé d'en prendre les mesures, de voir Bien comment il est sûr. fabriqué et les fondations. Donc là, c'est pareil pour donner des solutions adaptées au lieu et les plus efficaces possibles, il faut faire un diagnostic. Mmh. Mais les conseils généraux, oui, c'est de limiter son exposition, au moins pour tout ce qui est hyperfréquence et électricité, oui. Mais ça ne veut pas dire D'accord. ne pas se servir de la technologie. Mmh. Mais il faut aussi que les personnes comprennent comment ça marche, parce que beaucoup de personnes utilisent le téléphone portable, mais sans Mmh. savoir que ça émet des ondes et sans même savoir comment couper le Wi-Fi ou savoir couper les données mobiles. Il faut que les personnes re soient plus actrices de leur vie et ne subissent pas Ouais. simplement. Mmh. Il y a quelques autres exemples qu'on pourrait intégrer dans cette vie quotidienne à prendre en considération? Si des personnes viennent aménagent dans une maison ou un appartement et qu'elles dorment mal pendant plusieurs semaines, alors c'est bien de se poser des questions sur le lieu de vie. Mmh. Et de pas juste dire: «La vie est stressante, il y a des mauvaises nouvelles, c'est à cause de ça que je dors mal». Mmh. C'est de réaliser que le lieu peut avoir un impact. J'en reviens d'ailleurs à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux interactions entre la géobiologie et la spiritualité. On peut considérer que la maison, pour peu qu'elle soit ancienne, soit une sorte de mémoire du passé. Est-ce que ça peut jouer également et avoir une influence sur le comportement individuel de chacun et sur son bien-être ou au contraire des mauvais ressentis? Effectivement, on sait que les maisons et les lieux conservent ce qu'on appelle la mémoire des murs ou la mémoire des lieux Mmh. et en fait, ça peut avoir comme impact de baisser la qualité énergétique et D'accord. donc la santé des personnes va à terme être dégradée parce que si on vit dans un environnement où le taux vibratoire est bas, Mmh. c'est nous qui allons recharger le lieu de vie, plutôt que ce soit le lieu de vie qui nous apporte de l'énergie. De ce que vous dites, c'est comme si ça nous déchargeait presque en réalité? En fait, il faut comprendre on est des émetteurs et des récepteurs d'énergie Ouais, et donc on interagit avec notre environnement et d'accord. si le lieu est très bas en énergie et ben, ça va être, un échange naturel, en fait, comme des vases communicants. C'est notre énergie qui va se diffuser dans l'environnement. Tandis que D'accord. tout à l'heure, vous parliez des lieux sains ou des hauts lieux énergétiques. Mmh. En fait, dans ces hauts lieux-là, qui sont pas faits pour y vivre, mais l'énergie est très élevée et donc ça nous recharge en énergie. Mais on pourrait pas y dormir, hein, ce serait pas bon. Ouais, Mais d'accord. donc il faut faire en sorte que que le taux vibratoire de la maison soit assez haut pour nous apporter de l'énergie. D'accord. Mais effectivement, les anciennes maisons peuvent avoir des mémoires des murs, mais même les maisons neuves. Mmh. Si un bâtiment, neuf a été construit, mais que les ouvriers ont fait que se disputer, que les artisans n'ont pas été Mmh mh. payés ou mal Mmh mh. payés, ou qu'il y a eu des tensions en permanence, ça va Mmh. rester dans les murs. Cette information va rester. Il faudra l'enlever parce que sinon ça va avoir un impact sur les habitants. Est-ce que la mémoire d'un terrain par rapport à des événements tragiques, un lieu de guerre, un lieu de je sais pas, de conflit, de meurtre et cetera, peut également avoir une influence néfaste à ce niveau-là? L'influence néfaste qu'il va y avoir, c'est que le taux vibratoire va être très bas, en fait. D'accord. Et OK. donc, encore une fois, c'est la personne qui va se décharger. Après, il peut exister des fantômes ou des présences, ça c'est une Mmh mh. réalité. Mmh C'est mh. des corps énergétiques de personnes décédées ou d'animaux ou de plantes, ça existe aussi, qui ne seraient pas entre guillemets «remontés», Mmh. au ciel ou où on veut, enfin au paradis, peu importe. D'accord. Mais et donc ça, c'est possible. Mais encore une fois, c'est des présences énergétiques qui ont besoin de prendre de l'énergie quelque part. Donc elles peuvent le D'accord. prendre dans le lieu ou Mmh sur mh. des personnes vivantes. C'est pas c'est pas méchant ou dangereux, c'est juste que ça peut nous prendre l'énergie. Frédéric Deblois, quelques informations. Où est-ce qu'on peut trouver, dans le détail des infos sur la géobiologie et puis plus généralement sur le sujet, bah, des rayonnements qu'on vient d'évoquer? Eh ben, alors, il y a des ouvrages qui existent comme, il y a des géobiologues comme Alain Deluzan qui ont écrit des ouvrages sur, D'accord. la géobiologie. Il y a de nombreux sites internet. Il y a Moi, comme thérapeute, j'ai moi-même mon site internet sur lequel il y a des informations sur mes prestations et ce que je propose. Il y OK. a aussi YouTube où j'ai une chaîne YouTube, par exemple, où il y a des informations, mais il y a des de nombreux géobiologues qui ont leur chaîne YouTube où ils expliquent comment fonctionne la géobiologie et aussi l'impact de tous ces réseaux sur la santé. Si les personnes veulent aller plus loin, il y a de nombreuses informations. Il y a aussi des magazines comme Nexus ou Inexploré qui Mmh parlent mh. régulièrement de la géobiologie D'accord et donc et puis je à pense notre qu'on époque. peut on peut également directement entrer en contact avec vous par le biais de votre site notamment? Ah oui, bien sûr, sur mon site internet, j'ai une page contact où les gens peuvent rentrer en contact avec moi. J'ai un téléphone, portable forcément et donc les gens peuvent m'appeler, m'envoyer un mail
bien sûr. Et allez consulter ma chaîne YouTube et puis regardez les vidéos de Conscience TV aussi, bien sûr. Très bien. Mais écoutez, Frédéric Deblois, je vous remercie beaucoup pour cette interview qui a été passionnante. On va se retrouver très bientôt, visiblement, pour d'autres thématiques. Je crois notamment que vous êtes communicant animal, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Oui, c'est ça, je réalise des communications animales. Oui, je serais heureux de faire une émission sur ce sujet avec vous. Oui. Avec grand plaisir. Ce sera le thème de la prochaine émission, si vous le souhaitez, Frédéric. Et je vous dis à très bientôt. Et merci à vous, à bientôt. Merci. Une émission à retrouver bien évidemment sur la plateforme Conscience TV et puis sur le site de Frédéric Deblois, bien évidemment. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.